Je vais vous parler de la façon d'initier un traitement antihypertenseur pulmonaire et comment on le modifie. En gros, comment on fait en consultation pour suivre les enfants qui ont de l'hypertension pulmonaire et comment on les traite au moment du diagnostic et comment on fait évoluer le traitement avec le temps en fonction de la situation qu'on constate et sur quels critères. Et vous allez voir que c'est probablement beaucoup plus simple que ce que Maurice Beguetti vient de vous raconter. Donc, tout d'abord, c'est pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas cette courbe, la mortalité sans traitement de l'hypertension pulmonaire de l'enfant, Vous voyez que si on ne traite pas, donc à l'époque où il n'y avait pas de médicaments, les papiers ne sont pas si anciens que ça, hein, c'est 25 ans, 30 ans. Eh bien, quand vous suivez 100 enfants qui ont de l'hypertension pulmonaire, au 1er janvier, eh bien, au 1er novembre, 50 sont morts. C'est ça, le pronostic de l'hypertension pulmonaire. Hypertension artérielle pulmonaire. Donc, l'espérance de vie moyenne est de moins de 1 an. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et ça a changé grâce au traitement médicamenteux. Je vous rappelle les premiers, la prostacycline, par voie intraveineuse, parentérale en tout cas, et puis à l'arrivée des médicaments oraux qui ont été donnés. Et là, c'est juste une photographie en 2016, c'était plus 2016, mais c'est un petit peu avant. Et cette photographie montre quels sont les médicaments qui sont habituellement prescrits chez les enfants qui ont de l'hypertension pulmonaire dans le monde. C'est le registre TOP, hein, donc il y a à peu près 70 centres dans le monde. Et donc, on voit que c'est les antagonistes des récepteurs endothéline, essentiellement le bosantan, le sildenafil, un petit peu de prostacycline, d'analogue de la prostacycline et un petit peu de calcium channel blocker. Et la plupart des patients, donc il y a 5 ans, étaient en monothérapie. C'est presque 3/4 des patients ne reçoivent qu'un seul traitement à l'entrée dans le registre. L'entrée dans le registre, ça veut dire qu'ils ont de l'hypertension pulmonaire depuis 3 mois. Ils peuvent en avoir depuis plus longtemps, au minimum depuis 3 mois. Alors, comment est-ce qu'on commence? La première chose à savoir dans l'hypertension artérielle pulmonaire de l'enfant, donc dans l'HTAP, c'est de savoir si le patient est un répondeur au monoxyde d'azote ou pas. C'est un élément absolument fondamental. Et après des discussions très nombreuses et très anciennes et très longues, les critères qui sont utilisés aujourd'hui sont des critères de Sidbon, parce qu'ils ont été décrits par Olivier Sidbon quand il était chef de clinique. Il était professeur de pneumologie à Bicêtre. Et ces critères, c'est la baisse de la pression pulmonaire moyenne de plus de 10 mm de mercure, s'abaissant en dessous de 40 mm de mercure, avec un débit cardiaque conservé ou augmenté. C'est ça. D'autres critères avaient été utilisés chez l'enfant, et comme les critères de Barth ou les critères du registre Reville, et donc on les abandonne. On ne peut utiliser que le Sidbon, que celui-là. Il y a plusieurs choses sur cette diapositive. Ce qu'on voit sur l'image de gauche, c'est que les patients qui sont des répondeurs, selon les critères de Sidbon, eh bien, ils ont un profil hémodynamique qui est meilleur que ceux qui ne sont pas répondeurs, en termes de résistance vasculaire pulmonaire, en termes de pression artérielle pulmonaire moyenne et en termes de pression dans l'oreillette droite. Donc, en gros, ils ont une hypertension artérielle pulmonaire moins sévère. La deuxième chose qui était aussi qui a été retrouvée dans ce travail, qui est extrait du registre TOP, donc c'est un registre international d'hypertension pulmonaire de l'enfant, auquel nous participons ici à Necker, eh bien, c'est que les gens disaient les enfants, quand ils sont petits, ils sont répondeurs, puis après, ils ne sont plus répondeurs. Ils perdent leur vasoréactivité. La réponse est non. On voit très bien que en fait, la proportion de répondeurs est grossièrement à peu près la même depuis la petite enfance jusqu'à la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on est répondeur, puis ensuite on ne l'est plus. On est répondeur ou on ne l'est pas, selon les critères de Sidbon. La deuxième chose qui va être importante avant de discuter le traitement, donc la première, c'est savoir si on est répondeur ou pas. Et la deuxième, c'est de savoir si on a une maladie véno-occlusive ou pas. Le diagnostic est parfois très difficile, et c'est pour ça que je n'ai pas mis de diapositive de cathétérisme, puisque le cathétérisme cardiaque des maladies véno-occlusives du poumon est le même que celui des hypertensions pulmonaires de type précapillaire tout à fait standard.
il n'y a pas de modification de l'hémodynamique. En particulier, la pression capillaire n'est pas différente. La pression capillaire, ou la PAPO, qui est la pression artérielle pulmonaire ou occluse, n'est exactement la même. Et donc, le diagnostic va se faire sur d'autres choses, en particulier sur le scanner, qui va montrer des signes de maladie vénéno-occlusive, comme vous pouvez le voir ici sur l'image de gauche en fenêtre pulmonaire, et puis des adénopathies médiastinales, qui sont des signes qui sont très classiques. Et éventuellement, on peut aller jusqu'au diagnostic histologique, ce que l'on fait chez les tout petits, nous, et qui ne se fait pas chez les adultes ou chez les grands. Et la plupart de nos patients qui ont des maladies vénéo-occlusives, enfin, une proportion élevée des patients qui ont une maladie vénéo-occlusive en pédiatrie, ont la mutation à l'état homozygote ou double hétérozygote dans le gène qui s'appelle EIF2-AK4, et ce qui permet de faire le diagnostic. Mais au début, ça peut être un peu confus. Si j'évoque rapidement et que je vais balayer d'un revers de main cette situation, c'est parce que les médicaments d'hypertension pulmonaire sont a priori contre-indiqués dans la maladie vénéo-occlusive. Et donc, ce serait mieux de ne pas les initier parce qu'ils peuvent être responsables d'œdème aigu du poumon. Nous avons actuellement dans nos murs, je ne dis pas son nom parce qu'on est en Zoom, mais un jeune homme qui a cette maladie et qui souffre d'une situation de détresse à la fois d'hypoxie et d'hypertension pulmonaire et de la défaillance cardiaque. Et là, on voit une patiente qui a une maladie vénéo-occlusive à qui on a donné des vasodilatateurs, des inhibiteurs calciques, qui se met en œdème aigu du poumon. Donc, deux éléments. Est-ce qu'on est réactif? À ce moment-là, on va choisir les inhibiteurs calciques. Et si on a un cathétérisme standard, eh bien, à ce moment-là, le risque, c'est celui de maladie vénéo-occlusive dont on fera le diagnostic, si on n'a pas déjà fait au scanner, que par une éventuelle complication du traitement anti-hypertenseur pulmonaire qu'on aura donné. Donc, si on est répondeur au test de vasodilatation aiguë qu'on fait habituellement avec le monoxyde d'azote, eh bien, il faut donner des calcium channel blockers. Donc, il faut donner des inhibiteurs calciques, pardon, en français. Et on voit ici que les patients qui sont répondeurs selon les critères de Sidbon, on regarde que la courbe de gauche, eh bien, si on leur donne ce traitement-là, ils vont aller très bien, il n'y a aucun événement. Voilà. Et ceux qui ne sont pas répondeurs, eh bien, leur situation va se détériorer. Donc, ça, c'est l'algorithme qui a été proposé lors du congrès mondial de 2018. Il a lieu tous les 5 ans, il est actualisé tous les 5 ans. Il y en aura peut-être un autre en 2023. Et il permet de savoir comment on traite les patients, en tout cas de donner un guide pour traiter les patients. Et il est assez simple en pédiatrie. On va voir sur quoi il repose. La première chose, c'est que les patients soient pris en charge dans un centre d'experts. C'est une évidence. Les thérapies de support, j'en parle pas parce qu'on les utilise quasiment jamais chez les enfants. Et donc, la première chose, c'est le test de vasoréactivité aiguë. Il est positif, le patient répond, on donne des calcium channel blockers et on surveille. La plupart des patients vont aller très bien avec des fortes doses, par exemple de nifedipine ou de diltiazem. Et généralement, ils vont avoir des pressions pulmonaires qui vont être normales ou subnormales sur les échographies, et ce, pendant très, très, très longtemps. C'est une maladie particulière. Et en faire le diagnostic est une très, très bonne nouvelle. Donc, nous, on en suit très peu, mais on en suit 5 ou 6. La plupart de ces jeunes filles, parce que moi, je ne suis pas de garçon, c'est assez curieux, elles sont guéries. Voilà. Elles sont guéries. Si elles n'arrêtent pas le traitement, elles n'ont pas d'hypertension pulmonaire, on traite. Passons maintenant à ceux qui ont un test de vasoréactivité aiguë négatif. Dans ce cas-là, il va falloir savoir si on est dans une situation dite à risque bas ou une situation à risque élevé. Et pour ça, on va tenir compte d'un certain nombre de paramètres sur lesquels je vais venir. Et en fonction de la zone de risque dans laquelle on se situe, la zone verte ou la zone rouge, eh bien, le traitement initial va être différent. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme paramètre vert ou rouge? On va utiliser des paramètres multiples. Et l'idée, c'est de savoir si on se trouve pour chacun de ces paramètres, dans quelle zone on se situe. On utilise chez les adultes, mais on pourrait le faire aussi chez les enfants, en fait, un système de feu de signalisation vert, orange, rouge, quand on est un petit peu entre les deux. Donc, pour faire simple, j'ai mis que rouge et vert. Et donc, on va utiliser des signes très simples.
est-ce qu'il y a d'insuffisance cardiaque droite clinique? S'il y en a, c'est très grave. La plupart des enfants n'en ont pas au moment du diagnostic, mais on en a quand même vu quelques-uns qui avaient de la défaillance cardiaque en arrivant. Est-ce que les symptômes progressent rapidement ou pas? Est-ce que c'est quelque chose de chronique ou pas? Chez les enfants, ce n'est pas toujours facile de savoir depuis combien de temps ils ne vont pas bien, mais chez les adultes, les délais entre le début des symptômes et le diagnostic d'HTAP est très long. Chez les enfants, il est variable, mais dans les registres, il peut être très long. Est-ce que, on va avant de parler du périmètre de marche, est-ce qu'ils grandissent et grossissent correctement? L'hypertension pulmonaire compromet la croissance staturale et pondérale. Dans quelle classe fonctionnelle sont-ils? La classe fonctionnelle, on pourrait considérer que chez l'enfant, c'est difficile, en particulier chez les petits, parce qu'il y a un proxy qui sont les parents, c'est eux qui vont décrire l'état de l'enfant. Mais il s'avère que la classe fonctionnelle est probablement un des paramètres les plus fiables, y compris chez l'enfant. On m'interroge suffisamment avec un nombre de questions assez limité, mais on essaye d'obtenir des informations sur le statut fonctionnel de l'enfant. On le classe très bien et de façon très reproductible entre les docteurs. Donc, c'est vraiment un paramètre important. Et quand on suit soi-même des enfants, on peut percevoir des changements de classe fonctionnelle. Le test de marche, quand ils sont capables de le faire, ça peut avoir nous donner des signes. En fait, ce dont on se rend compte en consultation, et là c'est un message plus pratique, c'est que soit ils font le test de marche de 6 minutes, et en gros on va les mettre plutôt dans le vert, et la distance parcourue pas très très importante, soit en fait ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas faire 6 minutes d'effort. Donc là, ils vont être classés dans le rouge. Et puis ensuite, on va utiliser des paramètres qui sont plus ou moins solides, et je vais essayer de vous dire pourquoi ils sont plus ou moins solides. Le dosage du NT-proBNP. Bien sûr, s'il est très élevé, ça va nous dire que ça ne va pas, et s'il est dans des valeurs normales ou peu élevées, on va être plutôt dans le vert. En échographie, il y a une liste qui n'est pas complète ici de ce qui peut être utilisé. En fait, on utilise essentiellement une estimation de la fonction systolique du ventricule droit, et en particulier en utilisant des paramètres de déformation longitudinale comme le TAPSI, qui est le plus simple. Et le signe qui est le plus grave, c'est la présence d'épanchement péricardique. Ça, c'est pas bien du tout. Donc, c'est bien quand il n'y a pas d'épanchement péricardique et que le TAPSI est normal. Et puis enfin, il y a le cathétérisme cardiaque. Et là aussi, il y a un grand nombre de critères qui sont considérés comme mettant le patient dans le rouge. Et celui qui peut résumer les choses, enfin les 2 ou 3 qui peuvent résumer les choses, c'est les résistances vasculaires pulmonaires indexées supérieures à 20 unités au mètre carré, ce qui est beaucoup, mais beaucoup de nos enfants ont 40. Le fait qu'il y ait une élévation de la pression dans l'oreillette droite, c'est un des pires signes. Et puis, bien sûr, la baisse du débit cardiaque qui est tout à fait exceptionnelle chez les enfants. Donc, nous, on va surtout avoir des patients graves parce qu'ils ont des résistances très élevées. Mais très peu qui vont avoir de la défaillance cardiaque avec l'oreillette droite élevée et très peu qui seront en bas des vies. Bien sûr, dans les positifs, il y a ceux qui sont vasoréactifs. Donc, comment est-ce qu'on va recueillir toutes ces données? Ça va être l'évaluation des hypertensions artérielles pulmonaires. Et puis aujourd'hui, même s'il y a des médicaments qui vont apparaître, on a des 3 voies utilisables, c'est-à-dire celle de l'endothéline, celle du NO, celle de la prostacycline. Et donc, on va regarder ce qu'on fait à partir de cet algorithme. Soit le patient est dans le vert pour la quasi-totalité des signes. Et à ce moment-là, on va utiliser un traitement oral. Soit le patient est dans le rouge et on va utiliser un traitement oral combiné à une prostacycline par voie parentérale. Et ce qui est indiqué dans cet algorithme, c'est que même si le patient est dans le vert au départ, il faut qu'il s'y maintienne, ou si vous l'avez traité uniquement par voie orale parce que la plupart des paramètres étaient dans le vert, mais certains étaient dans le rouge, si le patient ne s'améliore pas, il faut faire une escalade thérapeutique. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc, comment est-ce qu'on va escalader? Donc, au début, c'est simple. Patient avec bon pronostic, des facteurs plutôt dans le vert, on va donner une thérapie orale.
Et patient dans le rouge, en tout cas, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. On donne une thérapie orale plus une prostacycline parentérale aujourd'hui. Parce qu'on n'a rien d'autre. Et les objectifs, c'est que la classe fonctionnelle s'améliore, par exemple. Si j'ai un patient qui est, peu importe maintenant rouge ou vert, si j'ai un patient qui était en classe fonctionnelle 3, il faut qu'il passe en classe fonctionnelle 1 ou 2. Si le patient reste en classe fonctionnelle 3, après un délai qui est variable sur les études, on va dire si au bout de 3 mois, certains disent au bout de 4, certains au bout de 6, nous on fait 3 mois. Si au bout de 3 mois, ça ne va pas mieux, la classe fonctionnelle, il faut changer de traitement. Donc ça, c'est le premier élément. A fortiori, si le patient était en classe fonctionnelle 1, 2 et qu'il passe en classe 3, ben, rien ne va plus. Donc, la non-amélioration de la classe fonctionnelle élevée ou la détérioration de la classe fonctionnelle sont des éléments qui doivent nous décider, enfin nous pousser à augmenter le traitement. Et ceci a été montré dans le registre néerlandais. Donc, si vous regardez ces courbes actuarielles, en fait, les patients qui vont bien, c'est les patients qui améliorent leur classe fonctionnelle. Enfin, quand je dis ils vont bien, il faut regarder, c'est à 5-6 ans. Hein. Et ceux qui détériorent leur classe fonctionnelle, ben, ils vont mourir. Enfin, ils vont avoir des événements. Ils vont être greffés. Pareil pour la NT-proBNP. Si j'avais le NT-proBNP élevé, c'est 1200 le seuil, 1200 nanogrammes par litre. Si j'avais le NT-proBNP au-dessus de 1200, il faut qu'il baisse. Si j'avais le NT-proBNP en dessous de 1200, il ne faut pas qu'il augmente. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Et enfin, le dernier élément, c'est le TAPSI. Si mon TAPSI était normal, il ne faut pas qu'il baisse. Et si mon TAPSI était abaissé, il faut qu'il augmente avec le traitement. Donc, en consultation, ça va être assez simple. On va demander comment il va. Et donc, je vous ai dit, on est assez fiable dans l'estimation de la classe fonctionnelle. Donc, si on peut montrer qu'il y a une classe fonctionnelle 1-2 en consultation, au mieux, c'est 1, c'est-à-dire les parents disent qu'il n'y a pas de limitation dans la vie de tous les jours, ou le patient lui-même, hein, s'il est assez grand. Il faut que le NT-proBNP soit normalisé. Et il faut que la déformation longitudinale du ventricule droit ou la fraction d'éjection de surface, par exemple, soit normale ou en tout cas normalisée si elle était altérée. Et c'est à peu près tout ce qu'on va utiliser comme critère, parce que c'est à peu près les seuls. C'est ce que Maurice a appelé les soft parameters. Il n'y a que ce n'est pas la mesure des résistances vasculaires pulmonaires. Parce que sinon, il faudrait répéter les cathétérismes à chaque fois, ce que nous ne faisons pas. Et il n'est pas non plus prouvé que la baisse des résistances vasculaires pulmonaires soit un facteur fiable de prédiction des ce qu'on appelle les hard endpoints, c'est-à-dire la mort ou la nécessité d'être transporté. Donc, le TAPSI, c'est juste pour vous montrer voilà, comment on le mesure. Donc, c'est très simple. Je ne dis pas que c'est toujours facile et très reproductible, mais en tout cas, quand on fait tout le temps la même chose, qu'on suit les patients, un seul individu, on ne se trompe pas. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va utiliser ces paramètres-là? Parce qu'en fait, on a regardé, et je ne vais pas rentrer non plus dans les détails de ce travail qui a été fait à partir du registre TOP, c'est qu'on a regardé quels étaient les facteurs, quand on suivait les patients dans la vraie vie, qui permettaient de prédire le worsening, ou les événements. Donc, je regarde mon patient, je regarde dans ma consultation, est-ce que par exemple c'est la croissance qui permet ça? Est-ce que c'est la classe fonctionnelle? Est-ce que c'est la variation du NT-proBNP? Est-ce que c'est le TAPSI? Est-ce que c'est le fait qu'il ait des syncopes? Etc., qui va prédire qu'il va mourir ou avoir besoin de prostacycline ou avoir besoin, par exemple, d'une anastomose de POTS ou d'une transplantation pulmonaire. Qu'est-ce qui, dans ce paquet de choses que je recueille en consultation, va permettre de prédire ça? Eh bien, on s'est rendu compte que c'était 3 choses. La détérioration de la classe fonctionnelle, très, très prédictive. Donc, en gros, l'estimation en consultation de comment ça va. Les hospitalisations pour hypertension artérielle pulmonaire, donc si bien sûr le patient était hospitalisé, mais souvent ça correspondait à la classe fonctionnelle. Et puis, l'aggravation des symptômes d'hypertension pulmonaire, et ça, j'en ai pas parlé pour l'instant,
c'est en gros les parents qui vous disent, ou le patient qui dit je me sens moins bien, en fait, je suis plus fatigué, je tousse, avant je faisais ça, maintenant je ne le fais plus. Mais, non, je continue à faire un petit peu de badminton. Donc, vous ne savez pas trop où se situe la place fonctionnelle, mais par contre, le patient il a des symptômes, et ça marche très bien aussi. Et donc, il y avait toute une liste, hein, bien sûr, c'était des symptômes directifs dans le registre. On leur posait des questions très précises. Et quand ils en avaient, ça annonçait que ça n'allait pas bien aller. Et vous voyez que donc c'était des facteurs de risque indépendants ces 3 facteurs étaient des facteurs de risque indépendants pour prédire la mort ou la transplantation. Ça prédit ce qu'on appelle des endpoints durs. Donc, voilà comment on fait. C'est ce que je viens de vous montrer. On voit le patient à baseline, on lui donne un traitement. Donc, on va dire qu'il était dans le rouge, on le met dans le vert, super. On continue la first line, la thérapie de première intention. Ah, il se détériore, on escalade, ça va bien, on est content. Ah, il se détériore. C'est comme ça qu'on fait. Donc, les essais en monothérapie qui ont été faits chez l'adulte, et je vous ai dit que la plupart des enfants, il y a 5 ans, dans le registre, étaient en monothérapie dans le monde, eh bien, ils ont montré que les patients qu'il y avait une efficacité très limitée en termes, par exemple, de tests de marche. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup d'essais, d'études qui ont été faites pour savoir qu'est-ce qu'il fallait donner comme traitement quand les patients étaient dans le vert au départ. On a dit traitement oral. Est-ce qu'on donne un seul médicament ou est-ce qu'on donne 2 médicaments? Et donc, ça a bougé il y a un certain temps. Et il y a un papier très intéressant il y a quelques années dans le Chest qui regardait ce qui se passait qui comparait en fait les monothérapies. Et donc là, par exemple, je compare le Bosantan avec les prostanoïdes. Donc, si je donne du Bosantan en premier, eh ben, en fait, la différence en termes d'amélioration, ça va être 10 fois moins qu'avec la prostacycline. Donc, OK, vous pouvez choisir une monothérapie chez les patients dans le vert, mais quand vous donnez du Bosantan, c'est 10 fois moins bien que de donner du Flolan d'époprosténol par voie intraveineuse. Donc, en fait, vous choisissez un mauvais traitement pour le patient. Et donc, on peut comparer après tout le reste comme ça. Donc, la première étude, enfin, pas la première, mais une des premières études qui a montré que les thérapies combinées étaient peut-être meilleures qu'un mauvais choix de monothérapie par rapport à la prostacycline, ça s'appelle Ambition. Donc, cette étude, elle a comparé donc, la combinaison de embrisantan et tadalafil versus embrisantan seul ou tadalafil seul. Et on voit que c'est mieux. Donc aujourd'hui, on ne discute plus, même chez l'enfant, même si on n'a pas de démonstration. Pour les patients qui sont dans le vert, on donne une thérapie combinée orale. Alors on reprend le papier de Jane de Chest, il y a des thérapies combinées orales. Vous pouvez faire le jeu, parce que c'est rien. Alors, je vais donner une combinaison Bosantan sildenafil. Et par exemple, je peux comparer avec pas avec les prostanoïdes, mais ici avec d'autres médicaments. Je ne sais plus où c'est. Voilà, avec le Bosantan tout seul. Bon, ça va être 4 fois mieux. D'accord. Donc ça, c'est à partir de méta-analyses qu'ils ont fait ça. Mais ils n'ont pas la comparaison avec les prostanoïdes. Donc ça, c'était la façon de faire. Donc aujourd'hui, les patients qui sont dans le vert, c'est en thérapie orale combinée. On n'a pas vraiment d'argument pour dire que c'est supérieur à prostacycline d'emblée. L'autre raison pour laquelle on va escalader le traitement, c'est parce que le patient ne va pas s'améliorer. Tout à l'heure, il s'améliorait à chaque fois, on le mettait dans le vert, puis il se redégradait. C'était le clinical worsening. Je donne à un patient qui est dans le rouge un premier traitement. Il ne s'améliore pas. Je lui donne un deuxième traitement. Il ne s'améliore pas. Je lui donne un troisième traitement. Enfin, je suis dans le vert. Donc ça, c'est ce qu'on appelait la thérapie séquentielle. Donc aujourd'hui, la thérapie séquentielle, avant la thérapie séquentielle, c'était un médicament, puis 2 médicaments, puis ensuite on mettait la prostacycline. Maintenant, on pourrait supprimer une des cases jaunes et dire le début, c'est toujours 2 médicaments par la bouche.
et ensuite on rajoute la prostacycline si ça ne va pas. Mais l'hypertension pulmonaire, c'est une maladie évolutive, et puis on ne sait pas si on ne perd pas du temps en laissant pendant 6 mois un patient sous une thérapie orale inefficace, en particulier quand il est dans le rouge. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller directement dans le vert, et donc la seule façon qu'on a pour passer du rouge au vert chez un patient qui ne va pas bien, c'est la même idée que celle qu'on a dans l'insuffisance cardiaque, où on utilise des traitements combinés, dans le sida, on utilise des traitements combinés, dans les cancers, on utilise des traitements combinés. Et donc, c'est ce que la diapositive que nous a montré Maurice. Il n'a pas détaillé les choses, mais on voit très bien ici que c'est des données de registre, hein, ce n'est pas des données d'essais thérapeutiques, que la thérapie triple, c'est mieux que la thérapie double, indépendamment de la situation initiale du patient. Et donc, ça, c'est un travail qui a été fait par l'équipe de Bicêtre. Ils ont pris des patients qui avaient au moins un signe dans le rouge et ils leur ont donné des traitements combinés d'emblée, c'est-à-dire une thérapie orale double avec un antagoniste des récepteurs en endothéline, un inhibiteur des PDE5 et une prostacycline. Et donc, si on regarde ce qui se passe, la pression pulmonaire moyenne baisse, l'index cardiaque augmente et les résistances vasculaires pulmonaires s'effondrent. Et les patients vont très bien, au prix d'un cathéter central et tout ça, hein, d'accord, pour avoir le traitement. Et donc, si on regarde ici l'effondrement des résistances vasculaires pulmonaires, donc un des signes dont on a peu parlé chez l'enfant, eh bien, on voit que quand on donne une thérapie combinée d'emblée, c'est le plus efficace par rapport à toutes les monothérapies, quelles qu'elles soient, aux prostacyclines toutes seules, et puis au combo époprosténol et bosantan seul. D'accord ? Donc, il y a un vrai plus à donner, à agir sur les 3 pathways, celui du NO, celui des récepteurs à endothéline et celui de la prostacycline en même temps. C'est ce qui est marqué là. La thérapie combinée orale, c'est juste là. Donc, encore une fois, le meilleur traitement pour l'hypertension pulmonaire, peut-être aussi pour les patients qui sont dans le vert, ça pourrait être une thérapie triple combinée pour stopper l'évolutivité de la maladie. Mais ça veut dire que, voilà, moi j'ai vu mardi un petit garçon de 2 ans et demi, il va très bien, c'est dépistage d'hypertension pulmonaire familiale, il l'a. Le premier jour où on le voit, il faut dire aux parents qu'il va avoir une pompe avec un cathéter. C'est pas évident, mais en même temps, on sait que le bon traitement, ce serait la thérapie combinée. Alors, c'est ce qu'on a regardé. Nous, on a regardé si nos patients qui étaient dans le rouge, donc on a regardé ça dans 2 centres, le registre de Groningen, de l'équipe de Rolf-Berger et la nôtre, à Necker, et on a regardé tous les patients qu'on a traités par une thérapie combinée d'emblée, tous les enfants à qui on a donné sildenafil, bosantan, et du tréprostinil sous-cutané ou de l'époprosténol par voie intraveineuse. Et donc, il y en avait 21 au départ. Là, vous voyez qu'après 6 ans, c'est pas extraordinaire. C'est pas aussi extraordinaire que chez les adultes. Donc, les enfants qui sont dans le rouge et qui reçoivent des thérapies triples, on les améliore beaucoup initialement. Ça, c'est vrai, je ne vous montre pas les données intermédiaires, mais pas pour très, très longtemps. Donc, ils ont des maladies qui sont très agressives sur le plan vasculaire pulmonaire. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire si ça ne va pas alors qu'on a une thérapie triple, qu'elle a été mise de façon séquentielle, qu'elle a été mise pour une aggravation d'un patient qui avait initialement une thérapie orale combinée ou qu'elle ait échoué, eh bien, une des premières possibilités, c'est de transplanter les poumons. Et donc ça, c'est une courbe qui date, je pense que c'est celle de 2017 que j'ai laissée ici, oui, 2017. Il y a plusieurs chiffres que j'ai rajoutés. Donc d'abord, vous voyez que c'est les adultes greffés, et là, c'est les enfants. Donc les enfants, ils survivent peut-être un petit peu plus pour hypertension pulmonaire. Et donc, dans l'hypertension pulmonaire, ce qu'il faut savoir, c'est que la mortalité sur la liste, c'est 27% de morts. Un enfant sur 4 qui est sur la liste de transplant meurt sans être greffé. La deuxième chose, c'est que la mortalité post-opératoire précoce, c'est 20% à peu près.
Il y a une chance sur 5 de mourir après l'opération. Ce n'est pas négligeable. Et ensuite, la survie moyenne, c'est 9 ans. Ce n'est pas énorme. Donc, la transplantation, on peut inscrire le patient sur la liste, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Un autre traitement qui a été essayé, c'est l'atrioseptostomie, c'est-à-dire c'est ouvrir la cloison intero-auriculaire pour permettre d'une part de diminuer les pressions d'emplissage à droite, donc c'est intéressant quand il y a une référence cardiaque à droite, et de toute façon, il faut que la POD soit plus élevée que la POG pour que ça marche, et ensuite, ça précharge le ventricule gauche, mais avec du sang bleu, donc on paye le prix de la cyanose. Et donc ça, c'est une méta-analyse de l'atrioseptostomie, pas que chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, et qui montre que, en gros, en pédiatrie, il y a un tout petit peu, là, sur le forest plot, un tout petit peu de bénéfice. Mais ce n'est pas non plus totalement convaincant. Ça augmente un peu l'index cardiaque, et c'est à peu près tout. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'anastomose de Potts, donc, qui est mise en bas à droite, c'est-à-dire entre l'artère pulmonaire gauche et l'artère thoracique descendante, a été développée ici. Et je suis désolé, mais la vidéo n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, elle a été un des premiers patients qui a été opéré. Il avait une hypertension artérielle pulmonaire dans les suites d'une transposition des gros vaisseaux. C'est pour ça que l'artère pulmonaire est en avant de l'aorte ici, il y a la manœuvre de Lecomte. Et il y a une anastomose chirurgicale qui a été faite entre l'aorte thoracique descendante et l'artère pulmonaire gauche, qui va être à l'origine d'un shunt droite-gauche, puisque cette anastomose de Potts ne pourra s'appliquer que chez les patients qui se détériorent et qui conservent des valeurs de pression pulmonaire suprasystémiques. Pour les autres, on sera obligé de faire de la transplantation. Donc, bien sûr, c'est une diapositive de Laurence qui va parler juste après. Ils vont avoir les pieds bleus. Et il y a eu de très nombreux travaux très savants qui ont montré que sur un plan hydrodynamique et de contrainte des deux ventricules, c'était mieux d'avoir une anastomose de Potts qu'une atrioseptostomie, même si les autres bénéfices sont également évidents, en particulier pour la cyanose. Et donc, là aussi, la vidéo n'a pas beaucoup d'importance. Donc, il y a un registre de l'anastomose de Potts qui a été fait, qui est un registre qui a inclus de nombreux centres dans le monde et que j'ai coordonné avec Marc Grady. Et donc, il y avait 121 patients qui ont été traités, en tout cas qui ont été recueillis dans ce registre. Il y a une mortalité précoce qui est assez élevée, puisque vous voyez qu'elle est de 15%. Mais il faut savoir qu'un certain nombre de centres qui ont inclus des patients qui ne recevaient pas de traitement par la prostacycline, tout simplement parce qu'il n'y en a pas dans les pays où le Potts a été fait. Donc la gestion post-opératoire est peut-être un peu plus délicate pour ces patients-là. Et ce qui est important, c'est qu'on a pu montrer, confirmer que la présence d'une insuffisance cardiaque droite et d'une défaillance du ventricule droit était une contre-indication formelle, en tout cas qu'elle augmentait considérablement le risque. Donc il ne fallait pas que les patients aient de la défaillance cardiaque et que les patients qui survivaient avaient une amélioration spectaculaire pour 90% d'entre eux. Ça signifie quand même que 10% ne s'amélioraient pas et pouvaient aller vers la transplantation après. Et je vous ai remis cette diapositive que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc, ce qui est en faveur de l'intervention de Potts comme choix, peut-être pas final, parce que ça ne contre-indique pas la transplantation après, mais chez les patients qui se détériorent malgré une thérapie combinée triple, eh bien, c'est que ça les améliore en termes de classe fonctionnelle. L'argument initial, c'est que ça leur donne une physiologie d'Eisenmenger, mais Laurent Cizerin va nous en parler, dont avec une Eisenmenger du canal artériel, avec une survie peut-être meilleure que celle de l'hypertension pulmonaire idiopathique. Un certain nombre d'entre eux peuvent être sevrés des prostacyclines. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, on pourrait en discuter. La fonction du ventricule droit s'améliore. Bien sûr, il n'y a pas de mort sur la liste d'attente, puisqu'il n'y a pas d'attente. On décide de la date opératoire. Et il y a quand même une mortalité qui n'est pas négligeable. Et enfin, par rapport à la trioseptostomie, ça maintient une oxygénation normale du cerveau et des artères coronaires. Mais il faut bien sûr se souvenir que c'est une simple palliation, que l'hypertension pulmonaire peut continuer d'évoluer pour son propre compte.
que certes, ça ne coupe pas les ponts pour la transplantation, mais ça veut dire qu'il faut prévoir pas mal de choses, en particulier de fermer l'anastome de Svobod dans le même temps, et qu'il y a peut-être un risque de saignement au démontage chirurgical si on ne ferme pas par un stent couvert. Et puis que ce n'est pas non plus sans inconvénient, en particulier parce que le fait d'avoir le rein perfusé avec du sang bleu donne une polyglobulie qui peut être sévère dans les suites, même si peu de patients ont eu besoin d'un traitement spécifique pour ça. Voilà, donc j'ai résumé le parcours des patients des enfants chez qui on fait le diagnostic d'hypertension pulmonaire. Donc on a des traitements. Ça a été un vrai changement depuis une quinzaine d'années. Mais ce n'est pas non plus totalement révolutionnaire en termes de pronostic. On a changé la mortalité qui était, je vous rappelle, de 50% à 10 mois. Ça, c'est sûr qu'on l'a changé. Aujourd'hui, on parle de survie de 80 à 85% à 5 ans avec les traitements qu'on a, donc c'est pas négligeable. Mais les patients continuent d'évoluer avec les traitements qu'on leur donne. Quasiment tous, même si on arrive à en stabiliser certains pour plusieurs années. On voit avec les patients qu'on a transférés à l'équipe de Bicêtre quand ils sont devenus adultes, la plupart ont été greffés quelques années après, ceux qui ont l'hypertension pulmonaire depuis qu'ils sont tout petits. Donc, c'est une maladie évolutive pour laquelle on n'a pas de traitement curatif et pour laquelle les traitements physiologiques sur le remodelage et sur la vasodilatation sont encore très nettement insuffisants. C'est pour ça que je voulais aujourd'hui commencer avec la conférence de Maurice Buggetti pour dire qu'il y a des espoirs de nouveaux traitements, mais toujours pas de traitement curatif, même si on commence à emprunter des voies qui sont celles de la génétique de l'hypertension.